Allora, diamo inizio alla ultima sessione con i maestri François Ricard e Lakis Proghidis, giustamente. Io direi che dovremmo essere in grado di terminare alle 6:20, 6:30 al massimo. Il est 17h, bon, jusqu'à 18h30. Qu'est-ce que vous pensez que vous arrivez ou pas? Ou avant? Il est 17h. Il est 17. Quelle heure est-il? Sono le 5. Donc, est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce que tu penses, Lakis? C'est parfait. C'est-à-dire 18h30 ou 18h? 18h30? Non, 18h15. oui, Oui, 18h15. Parce que, écoute, pourquoi je dis ça? Parce que je souhaiterais que vous auriez 2 heures de repos avant le grand dîner. C'est ça que je voulais dire. Vous vous reposez 2 heures, tranquillement. à notre âge, une demi-heure, c'est suffisant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allora, niente, François Ricard e Lakis Proghidis, se fosse uno spettacolo per la prima volta insieme, no, no, ma è vero questo, da tantissimi anni conosco questi due esseri umani e la prima volta che li vedo così insieme, scrivono molte volte, anche nell'atelier si scrivono, ma questa volta sono insieme, quindi vediamo cosa succede. Prego. C'est François Ricard qui commence. Oui, c'est moi qui commence. Je vais commencer par, moi aussi, ça va donner une unité à notre journée. Je vais lire un passage du Dicolon de Yannis Kurtsakis, plus précisément le tout premier paragraphe. Alors, c'est pas très long, je vous le lis. Le reflet de l'image du buffet sur la vitre de la petite salle à manger où nous prenions tous les jours nos repas venait s'unir les après-midi d'hiver, quand la nuit tombait, à celle des grands palmiers du jardin voisin qui déployaient dans le crépuscule leurs branches obscures et qui semblaient vouloir embrasser ce meuble ancien et avec lui toute la pièce. C'était une image qui me fascinait et m'effrayait à la fois que ce buffet qui, tout à coup, se dédoublait, comme s'il pouvait sortir de la maison sans quitter sa place, et qui avait l'air suspendu dans le vide en même temps qu'il reflétait à son tour sur sa vitre la fenêtre et sa propre image, les ombres des palmiers et l'ampoule électrique du plafond qui venait à peine de s'allumer et qui maintenant se multipliait à l'infini en un incessant va-et-vient entre les deux surfaces de verre. Ainsi l'espace familier, fermé, protecteur de la salle à manger, se projetait sur l'espace indéterminé, inexploré, informe du jardin. Et celui-ci, à son tour, pénétrait, sombre et menaçant, dans la petite pièce, enveloppant toute chose de son énigmatique présence, insufflant à chaque objet le souffle du vaste monde. Le dedans se mêlait au dehors, en une union secrète que je sentais pleine de virtualité, de promesses, mais aussi de dangers sans nombre. Image primordiale et indélébile qui m'accompagne où que je me trouve. Comincio anch'io per così dare un'unità alla giornata leggendo un passaggio di come un romanzo di Yannis Kurtsakis e si tratta proprio del primo paragrafo. In realtà il primo paragrafo nella versione francese, in quella italiana è poco dopo. Nei pomeriggi d'inverno all'imbrunire l'immagine della credenza riflessa sulla finestra della piccola sala da pranzo si confondeva con quella delle alte palme del giardino accanto al nostro, che al crepuscolo spalancavano i loro rami oscuri come se volessero abbracciare quel vecchissimo mobile e tutta la stanza. Era un'immagine affascinante e terrorizzante al tempo stesso, quella della credenza che all'improvviso si sdoppiava come se si spostasse senza muoversi dal posto, che sembrava librarsi nel vuoto mentre a sua volta, nel vetro, rispecchiava sia la finestra con la propria immagine, sia le ombre delle palme e la lampada appesa al soffitto, che, accesa da poco, si rinfrangeva all'infinito in un incessante andirivieni tra le due superfici di vetro. Così lo spazio noto, chiuso, protettivo della sala da pranzo si proiettava in quello sfuggente, imperscrutabile, infinito del giardino.
Quest'ultimo a sua volta penetrava oscuro e minaccioso nella stanzetta, avvolgendo ogni cosa con la sua presenza enigmatica, insufflando in ciascun oggetto il soffio grande del grande mondo. L'esterno e l'interno si congiungevano in un'unione mistica che sentivo carica di 1000 potenzialità, di 1000 promesse, ma anche di 1000 pericoli. Un'immagine ancestrale indelebile nella memoria che mi accompagna ovunque mi trovi. Merci. Alors je commence, puisque d'autres l'ont fait avant moi, je commence par un petit passage autobiographique. Ce texte que j'ai lu donc dès qu'il a été publié en français m'a tout de suite, je ne sais pas pourquoi, m'a tout de suite, vous allez comprendre pourquoi, rappelé un texte que moi-même j'avais écrit, je l'ai retrouvé en 1979, un petit texte, donc à un moment où la moitié des gens ici n'étaient même pas nés, un petit texte où je disais ceci, c'est un article de journal, j'étais quand même plus jeune que maintenant. J'imagine le critique ou le lecteur, écrivais-je, comme un homme devant une fenêtre. Dans la vitre, il peut voir le dedans ou le dehors, le paysage ou son propre visage, selon la focalisation de son regard. Mais la vraie vision, ce serait d'embrasser à la fois les deux spectacles, l'autre et le mien, l'autre rendu mien et le mien rendu autre. Ramener le paysage à soi en même temps que se laisser tirer hors de soi par le paysage. En critique, ce double regard est peut-être impossible, mais ne serait-ce pas là le seul qui corresponde à ce qui se passe effectivement dans la lecture d'un roman? Alors, je ne suis pas romancier, mais j'ai lu beaucoup de romans, alors peut-être aussi dans l'écriture d'un roman. En tout cas, toujours, je finis, cette allusion à mon propre passé est terminée, mais elle explique pourquoi peut-être ce passage qui ouvre le dit Colomb m'a frappé à ce point. Pour l'auteur, c'est, dit-il, une image primordiale et indélébile. Pour moi aussi, c'était une image absolument fondamentale. Et ce que je trouve important dans le texte du dit Colomb, dans l'ensemble de l'ouvrage, dans l'ensemble du dit Colomb, c'est que on y voit clairement remplacer la métaphore stendhalienne, la vieille métaphore stendhalienne du roman comme miroir, par une autre métaphore qu'on pourrait appeler celle de la fenêtre obscure. Ce n'est même pas la métaphore de la fenêtre, parce que la fenêtre, on l'ignore, mais la fenêtre obscure produit ce jeu, ce mélange, ce va-et-vient, ce jeu entre le dedans et le dehors, et on peut élargir entre la réalité et la fiction. Où est la réalité, où est la fiction? C'est-à-dire, on se retrouve avec cette fenêtre obscure qui n'est ni transparente, ni complètement opaque. Marek Biancik en sait long là-dessus. Il a écrit un très bel essai sur la transparence, qui n'est malheureusement pas traduit encore en français, ni en italien, je suppose. Alors, on se retrouve devant une énigme ontologique. Quelle est exactement... Oui, allez-y, pardon. No, je m'excuse. Allora, dice che comincio anch'io come hanno fatto gli altri, con un piccolo passaggio autobiografico. Appena ho letto questo romanzo di Yanis Kurtiakis, mi è ricordata una cosa che io stesso avevo scritto, un breve testo, un articoletto del 79. Di cui l'ha letto, io ve lo traduco adesso in impronta. Allora, dice nel 79: immagino il critico, tra parentesi il lettore, come un uomo davanti a una finestra. Nel vetro, attraverso il vetro, nel vetro può vedere il di fuori e il di dentro, il paesaggio o il suo viso. Dipende dalla focalizzazione del suo sguardo, ma la vera visione sarebbe quella di abbracciare insieme i due spettacoli, l'altro e il mio, l'altro reso mio e il mio reso altro, riportare il paesaggio a sé e allo stesso tempo si lasciare trascinare fuori dal paesaggio. In critica questo doppio sguardo è forse impossibile, ma non è forse questo tipo di sguardo quello che corrisponde a ciò che succede veramente nella lettura di un romanzo? E non sono romanziere, ma ho letto molti romanzi e come avrete capito con questo passaggio che vi ho appena letto, avrete capito anche perché l'inizio del romanzo di Yanis Kurtiakis mi ha colpito così tanto. C'è questa immagine fondamentale che proprio attraversa l'insieme di come un romanzo di Yanis,
è la metafora, diciamo, è una nuova metafora, non è più la metafora stendhaliana, quella dello specchio. Insomma, Stendhal diceva che il romanzo è uno specchio che si trascina lungo un cammino, ma la metafora di Yanis Kousiakis è quella della finestra oscura, che produce, diciamo, un gioco, un mescolarsi tra dentro e il fuori, che poi è il mescolarsi anche tra realtà e finzione. La finestra non è né trasparente né opaca. E tra l'altro Marek Bianchi, che ha scritto un saggio molto, molto bello sulla trasparenza, che però non è stato tradotto in italiano, e niente, vi voglio parlare appunto di questo enigma ontologico, che è quello che mi ha colpito, mi interroga. Alors oui, je disais donc qu'il y a une question ontologique absolument vertigineuse qui nous est posée par cette image, et qui pour moi est la question de tout roman, c'est-à-dire que on ne peut, quand on imagine cette première scène qui est décrite dans le dit colon, il faut y voir donc cette sorte de mélange absolument indissociable de la lumière et de l'obscurité, du dehors et du dedans, bien sûr, de la réalité et de la fiction. Et l'image nous présente ces deux pôles, ces deux réalités, si vous voulez, comme absolument fondues l'une dans l'autre et parfaitement indissociable. Et bien sûr, cette image résume, je crois déjà, c'est le tout premier paragraphe, elle résume le roman, elle résume le dit colon, qui est donc, on en a beaucoup parlé ce matin, là, elle annonce et elle résume d'avance tout ce roman qui est la découverte d'un moi à travers les autres et la découverte des autres à travers un moi. Et ça n'est pas simplement un jeu de mots, c'est-à-dire la découverte du moi ne peut se faire que par la destruction du moi, la déconstruction du moi à travers la connaissance des autres. Et la connaissance des autres ne peut pas se faire non plus sans la pleine assumation du moi. Alors, on comprend que ce soit une image absolument fondamentale. Dicevo, allora, appunto, questo brano che ho letto, questa questione, questa immagine della finestra ci pone davanti a una questione ontologica vertiginosa, è assolutamente centrale. Questo mescolarsi siamo unico di luce, oscurità, di dentro e fuori, di realtà e finzione. È un'immagine che presenta uniti i due poli, li presenta proprio fusi. È l'immagine che riassume il romanzo per intero. Un romanzo che è la scoperta dell'io attraverso gli altri e degli altri attraverso l'io, e non è un gioco di parole questo, ma è proprio così che funziona, solo così può funzionare. L'io può scoprirsi solo attraverso la propria distruzione, attraverso la propria comprensione, attraverso gli altri. Mais en même temps qu'elle annonce le livre de Yanis Kousiakis, en même temps, cette image, je crois, vaut pour tout roman, c'est-à-dire qu'elle représente très bien ce qu'on pourrait appeler l'opération romanesque, peut-être la connaissance romanesque, on reviendra sur cette expression plus loin, qui se fait, bien sûr, à travers une déstabilisation radicale des frontières ontologiques, les frontières entre le jour et la nuit, la lumière et l'ombre, le connu, l'inconnu, le certain et le douteux. Toutes ces frontières disparaissent, le réel vacille. Alors on dit souvent que le roman représente le réel. Je pense, bien sûr, on a beaucoup contesté aussi cette façon de voir, mais il est certain que l'une des vocations ancestrales, séculaires du roman, c'est aussi de reproduire, dans une certaine mesure, de représenter la réalité, mais en même temps de la faire vaciller, de la complexifier, de créer dans le familier de l'étrangeté, créer de l'incertitude, créer de la pénombre. Et pour moi, c'est bien sûr, c'est le fond même de la lecture et de l'écriture d'un roman. Écrire ou lire un roman, c'est déplacer le monde, le monde ou l'existence humaine dans un espace analogue à cet étrange au-delà ou en deçà, on ne sait trop, dans cet étrange espace ontologique que représente justement cette fenêtre obscure au début du roman de Yanis Kousiakis. Donc, le roman déplace le monde, c'est-à-dire modifie le statut ontologique du monde, lui retire son évidence, l'allège, le fragilise. Alors, lire le roman, ce n'est pas seulement une expérience de connaissance du monde, c'est une expérience en même temps de perte des repères, de perte du monde, d'entrer dans une sorte
d'entrer dans un espace où, tout à coup, la réalité du monde devient purement hypothétique, incertaine, et c'est ça le pouvoir de la fiction, hein? Rendre le réel incertain, moins réel, pas nécessairement surréel ou irréel, mais moins réel. Allo stesso tempo, insomma, questa immagine è un'immagine che ci parla del romanzo intero, ma è anche un'immagine che vale per tutti i romanzi e descrive, simboleggia l'operazione romanzesca fondamentale, forse la conoscenza romanzesca, che è quella di destabilizzare, di distruggere tutte le frontiere ontologiche, quella tra dentro e il fuori, tra la finzione e la realtà, quelle che abbiamo nominato prima. La realtà vacilla in un romanzo. Il romanzo rappresenta la realtà, certo, è una visione del romanzo, se ne è parlato molto, si è molto anche criticata, però di sicuro in parte una vocazione del romanzo è quella di rappresentare la realtà. Però ce n'è anche un'altra, che è quella di farla vacillare, creare incertezza, insinuare il dubbio. Scrivere o leggere è spostare il mondo in uno spazio strano, un al di là che è rappresentato proprio da questa finestra oscura dell'immagine di Dianis Kourtsiakis. Il romanzo è qualcosa che toglie l'evidenza al mondo, lo rende fragile. La conoscenza romanzesca è questo, cioè quello di rendere, diciamo, la realtà del mondo ipotetica. È una realtà meno reale. Io ho finito. Cosa serviva? Niente, è una cosa che dopo devo ok. mostrare Ok, bene. quando Max. Merci. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais entre cette image du buffet dans la fenêtre nocturne qu'on trouve au début du Dicolon de Dianis Kourtsiakis et la scène dont je vais maintenant vous lire un extrait, il m'a toujours semblé y avoir une parenté quelconque, une parenté d'esprit, une parenté de regard, qui vient bien sûr essentiellement de leur appartenance commune à l'univers ironique du roman, à cet univers d'incertitude ontologique du roman, mais qui peut-être aussi, en la méditant, nous conduirait ailleurs. Alors je vous lis cette scène, c'est une scène assez courte, elle est tirée du roman de Marek Biancik, le deuxième roman de Marek Biancik publié en français, qui s'appelle Tvorki, qui était là tout à l'heure, qui est là. Et elle relate, c'est à peu près au milieu, c'est à la page 65 du roman, elle relate un dialogue entre Jurek, qui est qu'on peut considérer comme le protagoniste, comme le personnage principal, je prononce peut-être mal son nom, Jurek, qui est un jeune homme qui est employé dans cet asile d'aliénés, entre guillemets, qui est Tvorki, un dialogue entre lui et un autre personnage. Et Jurek, bien sûr, est un employé, il n'est pas un patient de cet asile. Un dialogue entre lui et un patient, justement, qui s'appelle, je ne sais pas si c'est son vrai nom, en tout cas dans le roman, il s'appelle Antiplaton, qui est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai aimé, pour lequel je me suis pris d'affection dès le début, à cause peut-être de son nom, parce que Antiplaton, et peut-être c'est un peu l'intellectuel de l'asile, hein, si l'on veut, c'est le plus fou des fous, hébergé à Tvorki, et donc peut-être c'est une sorte de romancier au fond. Alors voici un bout de ce dialogue tout à fait délicieux. C'est Antiplaton qui parle au début. Par l'absence générale de référents tourbillonne l'axe effondré de la terre. Voici le buste du monde sans poitrine maternelle jusqu'au bord de l'aube des temps. Jusqu'au bord de l'aube des temps. Anthropos installé sur la balançoire dévide une chanson éparpillée. Ça, c'était en italique. Et Antiplaton continue. C'est ainsi que commence ma nouvelle œuvre. Et il y sera aussi question de solitude et d'amour, dit Antiplaton avec un petit rire. De solitude, d'amour et d'abandon. Et du fait que ce qui est écrit est toujours arraché quelque part et réverbéré ailleurs. Et que les gouttes sont des baleines blanches dans la mer en fusion de l'archi-humain et de l'advenu. Jurek répond, plaît-il? Et Antiplaton reprend, l'œuvre s'appelle Pêle-mêle. Ah bon, soupira Jurek de soulagement. Je vous dirai franchement que le titre ne me plaît guère plus. J'en changerai peut-être, bougonna Antiplaton, rougissant. Qu'a-t-il donc de si mal? Et Jurek de répondre,
D'abord, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Un pêle-mêle, que je sache, est un recueil inconsistant, dépourvu d'ambition, comme de pensées profondes, et destiné à être lu distraitement dans le train ou en villégiature, voire dans un hospice. À tout prendre, mieux vaudrait carrousel, ou plutôt, si vous préférez, poubelle, Pouffa Jurek, ou bien béchamel, ou encore étincelle, flanelle, vermicelle, et pourquoi pas scalpel et archipel, ou mieux encore, shrapnel ou feldwebel. Je m'en tiens à pêle-mêle, monsieur le comptable, répond Antiplaton, car l'existence est désormais comme une phrase défixée et désinspirée, enroulée et empêtrée. Un appel sans appel, l'écho d'un écho qui s'enfuit et s'enfouit. Pigé? Pas complètement, pas du tout même. Vois-tu, répond Antiplaton, vois-tu, monsieur le calculateur et convoyeur, si seulement je pouvais ne plus l'entendre, je serais guéri. Ne plus entendre quoi? Vous ne l'entendez donc pas, monsieur le gratte-papier? Non, s'agaça Jurek. Vous n'entendez pas cette voix terrible qui crie tout autour de l'horizon, cette voix communément appelée écho? Je trouve que c'est un dialogue absolument fascinant qui est très drôle d'un côté, complètement loufoque. C'est complètement loufoque. Les propos d'Antiplaton sont complètement loufoques. Mais en même temps, ils contiennent une profonde sagesse, dans la mesure où, dans ce roman, dans Tvorki, le monde se dédouble, là encore, en quelque sorte. Un peu comme dans La fenêtre obscure de Yannis Kurtzakis. On assiste, dans ce roman, à la mise en place, à l'intérieur d'un monde, d'un autre du monde, qui est l'univers de Tvorki, qui est l'univers, cet asile d'aliénés où le monde, la société, le monde simple, si l'on veut, enferme, rejette, isole tout ce dont il éprouve le besoin de se protéger. Sauf que, vous m'arrêterez si c'est trop. Oui, allez-y. Non so spiegarlo bene, ma tra questa immagine di Yannis Kurtzakis, quella della finestra, e quello che leggerò tra poco, c'è una familiarità. Io ho sempre sentito una certa familiarità, una parentela. Sono due immagini, diciamo, che rientrano in quello spazio ironico che è lo spazio del romanzo. Leggerò un passaggio tratto da Tvorki, e si tratta di un dialogo tra Jurek, che è il protagonista del libro, che è impiegato in un asilo di alienati, che appunto si chiama Tvorki, e un paziente che si chiama Antiplatone. Sono particolarmente affezionata a questo personaggio, probabilmente perché è un intellettuale, è l'intellettuale dell'asilo, il più pazzo tra i pazzi, un romanziere. Ha letto il brano che avete letto in traduzione. L'unica cosa che volevo sottolinearvi è che il titolo del libro di cui si parla, l'opera, in francese è pêle-mêle. Io l'ho tradotto con un po' più perché funzionava meglio in italiano, non è un po' calcato la mano. Comunque, dicevamo, un dialogo molto affascinante, divertente, buffo, ma che contiene anche una grandissima saggezza. In Tvorki, un po' come nell'immagine della finestra, il mondo si sdoppia. C'è il mondo normale che crea un altro mondo. Quest'altro mondo cos'è? È Tvorki, l'asilo di alienati, l'asilo dove il mondo butta tutto ciò che non capisce, tutto ciò che è strano. Alors le monde de Tvorki, le monde qui se met en place à Tvorki, donc, est isolé du monde extérieur, mais ce monde sécrète, en quelque sorte, produit sa propre ontologie, c'est-à-dire que à Tvorki, Jurek et ses amis, ce sont des jeunes gens, Jurek, sont ses amis Sonia, Janka, le groupe qu'ils appellent les Valeureux, à l'intérieur de ce monde, donc, survivent à la guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier de dire que le roman se déroule en Pologne, donc près de Varsovie, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et au moment donc des rafles des rafles contre les Juifs, au moment de l'occupation nazie. Alors, Tvorki est un îlot, une sorte d'îlot, dans lequel Jurek et ses amis créent
une sorte de paradis, une idylle, un monde dans lequel ils cultivent entre eux la beauté, la poésie, l'amour, la chanson, la danse. C'est un univers absolument extraordinaire, dont la force vient en bonne partie du contraste que ce monde fait avec le monde extérieur de la guerre. La guerre qui se trouve ici dans ce roman privé, et ça, je pense qu'il n'y a que le roman qui peut faire ça, la guerre qui se trouve privée de ses qualités, entre guillemets, de ses valences habituelles, le tragique, le pathétique, le sérieux. Bien sûr, ça reste présent en filigrane, mais au pathétique de la guerre, au sérieux de la guerre, tout à coup s'oppose ce monde absolument idyllique donc, de Tvorki. C'est une image profondément ironique, c'est une image, vraiment une ironie extrêmement profonde. Or, voici qu'Anti-Platon, et ça, je pense, c'est une dimension extrêmement importante du livre, cette résistance par l'idylle, par une forme d'idylle, cette résistance à l'horreur de la guerre, à la déshumanisation de la guerre. Jurek et ses amis cultivent leur propre humanité, leur reste d'humanité que permet ce contexte par la poésie. Il y a des pages absolument magnifiques là, de fêtes, d'amour, de fêtes d'amis, etc. Mais, oui, allez-y. Merci. Pardon. Allora, dicevamo, il mondo Tvorki è un mondo isolato, è un mondo che produce la propria ontologia. A Tvorki, Jurek e i suoi amici, il gruppo dei valorosi, sono chiamati così, sono lì e non bisogna dimenticare la contestualizzazione. Siamo in Polonia, a Varsavia, durante la guerra, il momento dei rastrellamenti degli ebrei, e Tvorki cos'è? È un'isola felice. I personaggi all'interno di Tvorki creano una sorta di un idillio fatto di poesia, di canzone, di danza, di bellezza, e la forza di Tvorki viene proprio da questo contrasto con l'esterno, da tutto quello che c'è fuori. La guerra, in questo libro, attraverso Tvorki, solo il romanzo può fare qualcosa del genere, la guerra viene privata delle sue caratteristiche principali, cioè il tragico, il patetico, la serietà, e c'è Tvorki che si impone con il suo idillio, e Tvorki rappresenta però per una resistenza attraverso la poesia agli orrori della guerra. I personaggi che vivono a Tvorki in questo asilo coltivano l'umanità attraverso la poesia. Alors, on peut se poser la question, qui a raison? Qui détient la vérité? Est-ce que c'est, à propos, en revenant au dialogue que je disais tout à l'heure, d'un côté, est-ce Anti-Platon qui a raison, le vieux, je ne me souviens plus si le roman donne son âge, mais je l'imagine plutôt vieux, Anti-Platon, est-ce lui qui prévoit que ça va mal finir, qui prévoit la mort de Sonia, qui prévoit la dispersion de cette petite brigade bienheureuse qui s'est constituée à l'intérieur de Tvorki, qui, au fond, parle le désordre. C'est le désordre, c'est le chaos qui parle par la bouche d'Anti-Platon. Il n'y a rien à comprendre à son discours. Il dit lui-même, il dit « L'existence est désormais comme une phrase défixée, désinspirée, enroulée, empêtrée. On est dans le monde de la guerre, on est dans le monde de la déshumanisation, du pur chaos. » Alors, qui a raison? Est-ce Platon, lui qui annonce cela, ou est-ce Jurek, que j'imagine comme un jeune homme, enfin, c'est un jeune homme, il a 20 ans, qui lui choisit, sciemment, certainement, mais ça n'est pas clair dans le livre, qui lui choisit en quelque sorte d'ignorer, voire de défier le chaos, de répondre à l'inhumanité de la guerre par l'instauration de cet univers pastoral, de cet univers idyllique à l'abri de Tvorki, ce que dans un texte sur le roman j'avais appelé la résistance idyllique. Il y a une sorte de résistance par l'idylle à l'horreur de la guerre. Alors, qui a raison? Lequel des deux est le plus lucide dans le contexte du roman? Où est la vérité? Ou est-ce Platon qui dit est-ce Anti-Platon qui exprime la vérité? Est-ce Jurek qui porte la vérité? Bien sûr, c'est impossible de répondre. On a ces deux figures, Anti-Platon d'un côté, Jurek de l'autre, qui, d'une certaine manière, sont absolument indissociables. Ni l'un ni l'autre ne possèdent la vérité. Ils sont, d'une certaine manière, le reflet inversé et contradictoire l'un de l'autre. Et le petit dialogue que j'ai relu exprime très bien cette contradiction insurmontable, sans violence aucune, à travers
beaucoup d'humour, à travers une sorte de légèreté. Alors, au fond, on est comme dans la fenêtre du dicolon. Je reviens à mon dicolon et je vous permets de traduire cet autre passage avant de conclure. Leggendo questo dialogo ci si può chiedere chi ha ragione, Antiplatone, che immagina come un personaggio insomma, vecchio, anziano, che prevede che tutto finirà male, che l'allegra brigata si disperderà, che il caos l'avrà vinta. Lui dice l'esistenza è un fraseggio slegato, ricordate, attorcigliato, invischiato, ha ragione lui o Jurek? Jurek invece, che lui immagina come più giovane, Jurek cosa fa? Sceglie di ignorare quello che sta succedendo, anzi sceglie proprio di sfidare il caos, sceglie di rispondere alla guerra creando un universo bucolico. Chi è dei due il più lucido? Dove sta la verità? Naturalmente non lo possiamo sapere. Come dire, il romanzo stesso non ci dà una risposta, si tratta di due figure indissociabili, nessuno possiede la verità, sono una il riflesso dell'altro, l'immagine capovolta dell'altro. È ancora una volta la finestra di Dianis Kourtiakis. Bon, alors je vais terminer sur une idée, enfin un thème que je vous propose. Bien sûr, je n'ai aucune théorie à proposer, je n'ai pas de réponse aux questions que nous nous sommes posées aujourd'hui, qu'on peut ramener à peu près à ceci. Y a-t-il une telle chose? Existe-t-il une telle chose que la connaissance romanesque, d'une part? D'autre part, autre question, est-il possible de savoir ce qu'est l'existence humaine? Personnellement, je reste extrêmement sceptique devant ces deux questions. Pour moi, si une telle connaissance existe, la connaissance aussi bien la connaissance de l'existence, connaissance proprement romanesque, si elle existe, ce ne peut être qu'une connaissance éminemment, essentiellement paradoxale, trouée, imparfaite, incertaine, faite avant tout de perplexité, d'hésitation, de brouillard. Et au fond, c'est un peu ce qui est ressorti des présentations d'aujourd'hui. Au point où je trouverais peut-être plus juste de parler à propos de l'expérience romanesque, c'est-à-dire au moins de la lecture de romans. Pour l'écriture, il faudrait demander aux auteurs, d'une expérience, non pas de la connaissance, mais d'une expérience au contraire, de l'inconnaissance, voire de la déconnaissance de l'existence humaine, c'est-à-dire la lecture d'un roman, peut-être probablement l'écriture d'un roman, c'est un peu ce que Marek Biancic nous laissait entendre tout à l'heure, et Dianis Kourtiakis ce matin, c'est une expérience qui conduit justement là où on ne prévoyait nullement aller, et c'est une expérience donc du désapprentissage, et je pense ici même à l'idée de Kundera, qui parle du rideau déchiré. Le roman, déchire le rideau des interprétations qui cachent l'existence, qui voilent notre existence. Finisco su un'idea. Ci tengo a dire che non ho teorie, non ho risposte rispetto a tutto quello che abbiamo detto oggi. Ci siamo fatti sostanzialmente due domande. Esiste una conoscenza romanzesca e si può sapere che cos'è l'esistenza umana? Sono scettico rispetto a queste domande, non lo so. Se esiste una conoscenza romanzesca può essere solo paradossale, imperfetta e fatta di esitazioni, di nebbia, di perplessità. L'esperienza romanzesca è un'esperienza della disconoscenza, e la scrittura di un romanzo porta, e l'abbiamo visto oggi, ne ha parlato Dianis Kourtiakis, porta proprio laddove non sapevamo di andare. È un anti-apprendistato. Questo rimanda alla celebre immagine di Kundera che parla di un sipario strappato. Il romanzo strappa le interpretazioni che abbiamo della realtà. Eh bien, et comme tout bon professeur, je vais quand même ajouter deux petites choses après ma conclusion. C'est à partir de cette vision de l'expérience romanesque, de la lecture romanesque comme des apprentissages, des connaissances, oui, un certain affrontement de l'impossibilité de répondre aux questions,
que je crois qu'il y a un lien profond que Lukács avait déjà bien sûr indiqué, un lien profond entre cette expérience romanesque et la maturité, sinon la vieillesse, ce qui est l'âge un peu justement de la désillusion, de l'abandon des luttes et de la découverte précisément de la fragilité de tous ces rideaux qui nous voilaient l'existence jusqu'alors. Deuxième petite remarque à propos toujours de cette vision du roman comme des connaissances, je pense que là réside en bonne partie le pouvoir de subversion radicale du roman. On voit souvent, on associe la subversion, la révolte, la rébellion à la poésie. Donc je pense que la révolte et la rébellion et la subversion du roman, précisément par l'instauration de cet espace ontologique et épistémologique absolument incertain, que le pouvoir de subversion du roman, de nos jours, en tout cas de la prose romanesque, est encore plus puissant. Et enfin, vous entendez, le troisième petit point, c'est que le paradoxe ultime pour moi, le plus étonnant, c'est que il y a à cette expérience de l'impossibilité de connaître et de juger, l'impossibilité de juger, l'impossibilité d'en arriver à quoi que ce soit de définitif à propos de quoi que ce soit, il y a un bonheur particulier. Il y a un bonheur lié à cette expérience. Un bonheur beaucoup plus profond qu'on ne le croit. Ça n'est pas du tout, à mes yeux du moins, ce n'est pas du tout une vision pessimiste, ça n'est pas du tout une vision triste ou morose de l'existence. C'est au contraire, il y a un profond bonheur, je crois, à se retrouver dans la pénombre. Il y a un très beau chapitre à la fin des Testaments trahis de Kundera qui s'appelle « Les chemins dans le brouillard ». J'ai toujours eu une affection particulière pour ce chapitre où il nous dit « Vivre, c'est cheminer dans le brouillard ». Et il y a vraiment sûrement pas une satisfaction, mais un sentiment de beauté profonde. Il y a une beauté de la pénombre. Et j'avais donné comme titre à ma petite présentation, d'ailleurs, « Bienheureuse pénombre ». Il y a bonheur, il y a quelque chose de beaucoup plus profondément humain, libre, léger dans la pénombre, que dans toutes les lumières, que dans toutes les certitudes, que dans toutes les vérités qui existent. Il y a, autrement dit, ce sont mes derniers mots, il y a une consolation apportée par les lumières qui s'éteignent. Voilà. C'est narcissique. C'est narcissique, ça. Alla conclusione di prima voglio comunque aggiungere un paio di cose, a partire da questa visione della conoscenza romanzesca come anti-apprendistato si crea un legame profondo tra la conoscenza romanzesca e la saggezza, la vecchiaia, e che è il momento in cui si scopre la fragilità, è il momento in cui i sipari si strappano, ogni velo finalmente si lacera e vengono meno tutte quelle interpretazioni del mondo che vengono aggiunte al mondo. Un'altra cosa importante è, come corollario di quanto detto, è il potere di sovversione radicale del romanzo. La vera ribellione del romanzo, si parla spesso della poesia come rivolta, invece la vera ribellione è quella del romanzo, che crea uno spazio, proprio in quel creare uno spazio di incertezza, di ambiguità. E poi inoltre volevo aggiungere un ultimo paradosso finale, questa impossibilità di conoscere, di giudicare, che impariamo nel romanzo, che è la caratteristica, è l'anticonoscenza romanzesca, dà la felicità, dà una felicità particolarissima, e non è una visione pessimistica o triste, ma è quella, c'è una vera e propria felicità nel ritrovarsi nella penombra. Alla fine dei Testamenti traditi Kundera dice che vivere è camminare nella nebbia, e questa frase mi è sempre piaciuta moltissimo, perché c'è una vera bellezza nella penombra. Nella penombra c'è l'umanità, c'è la libertà, c'è la leggerezza, c'è una vera e propria consolazione nel momento in cui, cioè si crea una vera e propria consolazione nel momento in cui le luci si spengono. Vedo adesso, non lo so perché
voilà, non, mais François, c'est vraiment une chronique De sport. Oui. C'est bon. Et, je reviens à quelque chose que j'avais dit tout à l'heure. C'était une erreur, donc je commence par une correction. En parlant de Yannis Kurtsakis et d'Isabelle, je mentionnais un essai d'Isabelle, mais c'était le faux. Ce n'était pas moi, je pensais à celui-là de 2008, les grandes disparitions. Et je dis les frontières du roman. Donc ce n'est pas les frontières du roman, mais justement cette erreur me permet de revenir sur ce livre qui, je crois que c'est capital pour l'esthétique romanesque. Et les deux romanciers aujourd'hui présents, malheureusement je ne connais pas encore votre roman, mais c'est les deux autres que je connais très bien, de Kurtsakis et de Marek, Dikolon et Dvorki, surtout Dvorki et tous les romans de Kurtsakis. Ce sont des univers romanesques qui justifient absolument cet essai. Quoique Isabelle, quand écrivait cet essai, ne connaissait pas les deux univers romanesques. Et surtout sur un point qui a un rapport avec ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'idée d'Isabelle, c'est que un des atouts ou des acquis du roman, c'est la possibilité de garder le passé dans le présent. C'est par une sorte d'inertie, c'est-à-dire comme si le passé se prolongeait, tandis que tous les autres arts essayent de s'aligner au présent et être un peu et prévoir l'avenir, tandis que le roman garde encore les formes du passé. Et c'est vraiment pour les deux univers, pour ces deux univers, c'est d'un côté cette vie, tu viens d'en parler, cette vie qui continue, tandis que c'est l'horreur ambiante qui existe. Et pour Yannis aussi, c'est comment un pays archaïque est piégé par la modernité. C'est immense, ça. Bon, c'est un autre problème, mais c'est toujours cette possibilité de faire vivre le présent sous la présence du passé. Et c'est formidable. Romanesquement, il y a un potentiel immense. Et je crois que je recommande vivement cet essai pour tous ceux qui s'intéressent au savoir romanesque. Maintenant, je suis... Ah oui, excuse-moi, oui. J'oubliais, c'est l'essentiel. Lakis Progidis comincia con una correzione. A proposito di qualcosa che aveva detto prima, quando ha menzionato il titolo del saggio di Isabelle Daunet, aveva detto le grandi frontiere, invece si tratta delle grandi scomparse, le grandi sparizioni. Però questo gli permette di ritornare sul libro che lui considera veramente capitale per l'estetica romanzesca e anche di ritornare sui romanzi Tvorki di Bienchik e Dikolon di Kurtsakis, che secondo lui sono romanzi che giustificano il saggio di Isabelle. Infatti l'idea presentata nelle grandi scomparse è proprio che una delle acquisizioni più importanti del romanzo sia la possibilità di custodire il passato nel presente, cioè il romanzo è capace di rendere di nuovo tangibile il passato, e questo a differenza di altre concezioni, soprattutto attuali, dei romanzieri di oggi, che pensano che la cosa più importante sia quella di aderire il più possibile al presente. No, invece lo scopo più importante del romanzo è proprio quello di riuscire a inglobare il passato nel presente. Nel caso del romanzo Il Dikolon, il tema è proprio questo: si tratta di capire, cioè, come il passato viene intrappolato dalla modernità, dall'attualità.
je serais comme toi, François, sceptique quant à la possibilité de venir au bout de la vérité et que le roman n'est pas fait pour ça, mais peut-être plutôt pour insister sur le fait que c'est impossible d'y arriver. Mais je trouve que la question sur l'aspect cognitif du roman est tout à fait légitime. C'est autre chose. C'est-à-dire, une chose, c'est de dire que vive le brouillard, c'est très bien. Heureux les résidents du brouillard, je suis tout à fait d'accord. J'ai le même plaisir en lisant le roman. Mais, parallèlement, je peux me poser la question, qu'est-ce que je connais par le roman? Qu'est-ce que l'aspect cognitif du roman? Et j'aimerais quand même dire quelques idées là-dessus. Il y a deux obstacles majeurs qui nous empêchent de traiter cet aspect cognitif du roman. Je dirais que c'est le premier est pratique et le deuxième ontologique. Cercando di esplorare gli aspetti cognitivi del romanzo, due sono gli ostacoli maggiori. Uno di tipo pratico e uno di tipo ontologico. L'obstacle pratique a deux façades ou deux parties. La première partie, c'est la tradition littéraire même, qui nous empêche de parler de l'esthétique du roman. On a créé historiquement une hiérarchie, on a classé le roman dans les genres ou les genres inférieurs ou tardifs, etc., par rapport à la poésie, par rapport au théâtre. Il y a un langage esthétique propre à ces arts, la poésie, le théâtre, mais on n'a pas le langage propre pour le roman. Parlando dell'ostacolo principale, questo lo possiamo a sua volta esplorare in due fasi, esplorare due facciate. Uno, il problema della tradizione letteraria che ci impedisce di avere termini adatti all'estetica del romanzo, i quali vengono in genere desunti da altre discipline, ma non sono veramente adatti all'estetica romanzesca. Nous sommes toujours dans le côté pratique. Le deuxième versant, la deuxième partie, vient du mot même, c'est-à-dire nous vivons dans un monde où le mot savoir, connaissance, signifie quelque chose de très très précis. Sempre ancora riferendoci al lato pratico di ciò che ci impedisce di parlare davvero dell'estetica del romanzo, ecco, il primo ostacolo è rappresentato dalla parola stessa, la parola sapere, la parola conoscenza. In genere evoca significati fin troppo sedimentati che hanno acquisito sensi che ci impediscono di coglierne il senso originario. Nous vivons pratiquement dans un monde qui, ayant maltraité à fond l'héritage des Lumières, a abouti à un rationalisme pur et dur, c'est-à-dire à un rationalisme qui, tout ce qui n'est pas connaissable par la quantification ou la numérisation n'est pas connaissable. Beh, per esempio, viviamo in un mondo che ha davvero maltrattato l'eredità dell'illuminismo, che quindi ha prodotto un razionalismo fin troppo grezzo, per il quale tutto quello che non è immediatamente quantificabile non può essere capito. Donc nous sommes là, du côté pratique, c'est-à-dire un héritage
mal adapté à nos besoins, un héritage critique, je veux dire, mal adapté à nos besoins, et de l'autre côté, une ambiance autour des termes importants qui nous dirigent vers un certain aspect, vers une certaine conception du savoir. Quindi praticamente i problemi sono l'eredità del passato, della tradizione letteraria del passato che è mal adattata ai nostri bisogni, e poi il problema di un'interpretazione attuale di certi termini che in realtà ci porta a dei fraintendimenti. Voilà le côté pratique. Maintenant, regardons l'autre obstacle, l'obstacle ontologique. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire par obstacle ontologique, je vous dis que la foi en Dieu est une connaissance. La foi en Dieu est une connaissance. L'homme se connaît, l'homme croyant, le croyant, se connaît en tant que croyant, prend conscience de lui-même comme quelqu'un qui a un créateur, et ce créateur est son interlocuteur, par la messe, par la prière, par la théologie. C'est-à-dire, il y a toujours des échanges entre le croyant qui se connaît en tant que croyant et sa croyance, et Dieu. Donc il y a une connaissance. L'homme qui a foi en Dieu, un homme qui se connaît en tant que croyant. Mais c'est une connaissance. Invece, trattando la questione degli ostacoli di tipo ontologico, per far capire cosa intende, ricorre a un esempio. Allora, per esempio, la fede in Dio è un tipo di conoscenza. In che senso? Nel senso che l'uomo credente si conosce come credente e entra in dialogo con la sua credenza, cioè Dio. Cioè la fede è una forma di conoscenza. Maintenant, une petite parenthèse. Comme je viens de parler des lumières et de cet héritage déformé par l'évolution, disons, scientiste, à temps, Emmanuel Kant disait qu'il n'y a pas de pensée sans image. Que l'image fait partie de la pensée. Qu'on ne peut pas penser sans la métaphore littéraire, je dirais, pour nos besoins. Facciamo una piccola parentesi a proposito di questa deformazione dell'eredità. Kant diceva che, per esempio, non esiste il pensiero, non c'è il pensiero senza l'immagine, cioè, traducendolo, diciamo nel nostro caso, senza metafora letteraria. Mais là encore, dans le cas de Kant, c'est la pensée qui intègre dans sa nécessité, que c'est la pensée qui intègre le beau, qui intègre la métaphore littéraire. C'est-à-dire c'est le philosophe qui embrasse la métaphore littéraire. Ce n'est pas la métaphore littéraire, je veux dire, qui embrasse la pensée. Però anche qui, nel caso di Kant, di quello che dice, abbiamo questa situazione, cioè è il pensiero che integra il bello, ossia la metafora letteraria, non il contrario. Donc le contraire, justement, ça serait un pari, disons, cognitif, c'est-à-dire
commencer par la primauté de l'activité artistique. Commencer à mettre la connaissance par le beau avant la connaissance par l'analyse, par la pensée ou par la production, disons, du cerveau. Commencer par sentir, commencer par le sentir d'abord. Et après, construire des concepts. Il contrario sarebbe tutta un'altra questione, un'altra sfida cognitiva, cioè cominciare, cosa accadrebbe se si cominciasse con l'attività artistica, cioè nel mettere prima la conoscenza che procede attraverso il senso del bello, il bello, prima ancora quindi della conoscenza razionale. Quale sarebbe, che tipo di conoscenza sarebbe quella che si percepisce prima sentendola e poi assumendola come concetto razionale? Je pense que sans ce renversement, sans cette, disons, hiérarchie ontologique qui mettrait la sensation avant la pensée, nous n'arriverons jamais à parler de l'aspect cognitif de n'importe quel art. Senza questa inversione ontologica che pone la sensazione prima del pensiero razionale, senza concepirla non potremo mai parlare di una conoscenza, della conoscenza di qualsiasi arte. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette référence à l'homme qui croit, parce que là aussi, vous voyez l'aspect ontologique du problème, n'est-ce pas? Le lien entre la foi et la connaissance. Parce que j'aimerais quand même faire ce parallèle avec l'art et dire que l'activité artistique, l'homme qui fait l'art, se connaît en tant que créateur, en tant que quelqu'un qui dialogue avec ses œuvres à travers les siècles. Il instaure un dialogue, donc il se connaît en tant que créateur. Il ne se connaît pas en tant que sujet analysable par la psychanalyse ou décrit par la sociologie. Il se connaît dans son dialogue avec ses œuvres. Il se connaît d'abord comme créateur. E beh, ora avete capito il perché di quel riferimento all'uomo che crede, al credente. Perché si può sviluppare da qui un parallelo con l'uomo che si conosce come creatore. Perché si può dire che l'artista, cioè colui che procede ad un'attività artistica, si conosce anche lui come, in quanto creatore che dialoga con la sua creazione, che sarebbe l'opera d'arte. Non si conosce tramite la psicanalisi, non viene descritto dalla sociologia. È qualcuno che si conosce, quindi innanzitutto attraverso la sua creazione. Cette idée concerne l'art dans son ensemble. C'est-à-dire, on peut facilement comprendre le sens de cette phrase: l'homme se connaît comme créateur. C'est parfait. Mais on ne peut pas se connaître sans créer, c'est-à-dire sans mettre ces sensations en expérience, en transformer en expérience les sensations. D'où la compartimentalisation de l'art. Il n'y a pas un art, il y a des arts
qui correspond aux sensibilités. C'est-à-dire, l'homme se connaît par ses formes, par la création des formes acoustiques, picturales, verbales, mais il se connaît. Donc il y a des arts. Et là-dessus, je dirais que comme homme pour les romans, il se connaît en tant qu'un créateur qui met au monde des êtres fictifs. E questa idea vale per un discorso che riguarda l'arte in generale. L'uomo si conosce come creatore, abbiamo detto, ma questo significa che si conosce solo nel momento in cui crea, cioè nel momento in cui trasforma le sensazioni in esperienza. Che poi ci sono anche le diverse arti, e quindi si può dire che l'uomo si conosce come creatore di forme acustiche, pittoriche, verbali, a seconda appunto delle varie arti. E l'uomo del romanzo come si conosce? Si conosce creando degli esseri fittizi. C'est-à-dire, il explore l'homme du roman, l'homme de l'ère du roman, l'homme romanesque, il explore justement ces possibilités de créer des êtres fictifs. Mais quelle nécessité historique, psychique, métaphysique a conduit l'homme à vouloir se connaître par cette activité artistique? Je crois que c'est un tout autre chapitre, qu'aujourd'hui il fallait quand même créer les fondements de la recherche. Est-ce que c'est légitime? Je dis oui, c'est légitime. Pourvu que, là je termine, qu'il y a cet renversement, qu'il nous faut mettre d'abord le beau après la pensée, pour légitimer cette réflexion. Et deuxièmement, ouvrir le chapitre maintenant que cette nécessité pour créer tel ou tel art n'est pas complètement due au hasard. Quindi, l'uomo del romanzo esplora le sue possibilità di creare degli esseri fittizi e il suo modo di conoscersi. Ma quale necessità, ci possiamo chiedere, ecco, quale necessità storica, metafisica ha portato l'uomo a procedere in questo modo? E questo è tutto un altro capitolo, quindi discutiamo della sua legittimità. Non è stato soltanto il frutto del caso. Moi, j'ai terminé. Ah, ok. Finito, quindi... Je ne veux pas abuser de votre patience, mais je me permettrai, en terminant, pour compléter la pensée de Lakis, que je connais mieux que lui-même, vous lire peut-être une page de son livre qui a été publié au début de l'année, son livre sur Rabelais, que le roman commence. Il y a beaucoup dans ce livre pour répondre un peu à notre question à laquelle il n'y a pas de réponse, mais il y a beaucoup de pages très importantes. Je pense moi aussi que c'est un livre absolument majeur sur le... Ah, ça y est, vous voyez la magie de... Alors je vous lis cette page, c'est à propos précisément du thème d'aujourd'hui. Alors ça peut faire une sorte de conclusion parce que je pense que ça résume assez bien la sensibilité qui s'est exprimée ici aujourd'hui, sinon la vision qui s'est exprimée. Le propre du roman, écrit Lakis, le propre du roman est le savoir... Peut-être tu veux le dire toi-même. Non.
Je sais, ce sera mieux par moi. Le propre du roman est le savoir romanesque, la sagesse romanesque, sa faculté cognitive que nous pouvons admirer pour la première et la dernière fois grâce à l'émergence miraculeuse d'un personnage, Panurge. Pour la première fois, parce que c'est au moment de naître que la nouvelle forme artistique expose ses traits fondamentaux de manière exemplaire. Pour la dernière fois, parce que les épigones de Rabelais vivront, pour ainsi dire, naturellement la nouvelle économie esthétique et ne sentiront plus le besoin de mettre sans cesse en scène ce qui a constitué la raison d'être de leurs occupations artistiques. Nous ne trouverons ni dans nos dictionnaires ni dans nos manuels de critique littéraire la définition du savoir romanesque, ou connaissance romanesque. Je me permets donc de compléter la lacune. Connaître par le roman signifie sentir que l'homme est un farceur à l'instar de Panurge. Je souligne sentir parce qu'il s'agit d'une sensation, non d'une saisie par la pensée. C'est une étincelle, une secousse intérieure presque imperceptible, une annihilation momentanée de tout notre être, une microcosmogonie, une suspension pendant un temps infinitésimal de tous nos acquis cognitifs, une surprise. Imaginons encore la scène de l'entrée de Panurge. Voilà le manifeste gargantuesque, voilà le projet de tout connaître, d'embrasser, d'expliquer l'ensemble du monde. C'est l'attente, légitime, plausible, attente communément partagée, une société entière s'y investit, l'homme peaufine ses méthodes, son époque remédie aux égarements du passé, son époque, donc la Renaissance, la promesse de tout comprendre et de tout maîtriser semble plus que jamais réalisable, on pourrait dire de tout connaître. Et voilà, presque simultanément, qu'un homme qui se tient face à nous, allez savoir pourquoi notre tendance spontanée est de nous placer du côté de Pantagruel et de ses compagnons. Voilà donc qu'un homme répond à la question qui lui a été adressée, la question la plus simple, la plus commune, la plus banale, de manière à nous faire perdre l'esprit. Vous voyez mon anti-Platon de tout à l'heure. Panurge ne représente pas l'homme en général. Il est cet homme-ci, cet homme particulier en chair et en os qu'on peut croiser en chemin. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Personne ne le sait. La seule chose dont nous sommes certains est que cette bizarrerie se manifeste tout de suite après l'exposition du programme humaniste. C'est Rabelais qui l'a voulu ainsi. C'est Rabelais qui a imaginé cette proximité étroite entre la volonté de l'homme de pénétrer les secrets de l'univers entier, d'une part, et, d'autre part, le jeu indéchiffrable du farceur. Il ne s'agit pas d'une opposition, il ne s'agit pas d'une spéculation déconstructionniste. Ce n'est pas divine ignorance contre arrogance humaine, c'est un nouveau savoir. Que le mystère d'un seul homme équivaut toujours à toutes les conquêtes du savoir humain. Toujours parce que cette joute ne paraît pas avoir d'issue. Alors, je pense que ça résume très bien. Et je rappelle en terminant, dernière petite chose, que le dernier roman de Kundera s'appelle La fête de l'insignifiance. L'ultima cosa ricorda che l'ultimo romanzo di Kundera si intitola La festa dell'insignificanza. Après cette page, c'est difficile. Il ne fallait pas la lire en premier. Il a trouvé l'excuse. Après cette page, c'est difficile de dire n'importe quoi. Non, s'il y a, comme toujours, s'il y a quelques questions, quelques remarques, si les traductrices veulent intervenir, est-ce que vous avez la force? Non, il faut vraiment remercier les traductrices. Parce que je connais, c'est un travail, c'est un grand travail. C'est vraiment. Merci beaucoup à Simona et à Francesca. Et bon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire merci encore? Merci À à Massimo pour cette magnifique bon, journée. à Walter, à Stefano, à tout le Sir Project Ensemble. Non, et bien sûr, non, il faudrait remercier pas mal de gens, en fait. Aussi Antonella Neri et la secrétaire qui a vraiment
qui se débrouille dans cette bureaucratie vraiment difficile à supporter, à gérer. Non, je pense que cette page, tu as eu bien raison à terminer avec cette page, parce que voilà, là, on comprend bien que quand on parle de savoir ou connaissance romanesque, il faut faire le compte avec ça. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser, au moins, et surtout pas, si j'ai bien compris, dans le sens d'aujourd'hui. Parce que d'abord, il faudrait réviser un peu la notion de raison, d'abord. Après, deuxième étape, il faudrait comprendre qu'entre aesthesis et logos, il n'y a pas cette grande autoroute. Troisième étape, on pourrait s'approcher un peu plus à ces savoirs romanesques. Mais dans un monde où, entre aesthesis, sensation, sensibilité et raison, il y a un espace énorme, incommensurable, ça va être encore beaucoup plus difficile s'approcher à ces genres de savoir, qui est le savoir des arts en général et les savoirs spécifiques de Panurge en particulier. Donc je pense que du point de vue de la pensée, laisse tomber la pensée romanesque, mais de la pensée en général. Mais la méfiance à l'égard de la rationalité, à l'égard de la connaissance scientifique. Déjà, la poésie la porte beaucoup depuis le 19e, depuis le romantisme, en fait. La poésie c'est pas dans ce sens, non, François. bien sûr, mais la poésie se prétend, depuis le romantisme, depuis le romantisme, les poésies se présentent comme détentrices d'un savoir, d'une connaissance supérieure à celle que procure la philosophie, la science. Et je trouve que le roman, comme je disais, comme j'ai essayé de montrer, c'est encore plus radical. Le roman ne s'en prend pas seulement à la connaissance rationnelle, il s'en prend à la connaissance même. C'est encore plus subversif que le romantisme poétique. Justement. Pour cela, je pense que le problème, c'est pas le romantisme dans le sens le plus, peut-être pas. Broch, il avait une idée différente, par exemple. Oui. Il disait que quand même il y a un bon romantisme et un mauvais romantisme, oui. non? Mais ici, c'est pas question de faire que la connaissance de la poésie soit supérieure à l'autre connaissance. Les romans ne te disent pas cela. Les romans t'approchent soit à la raison en tant qu'on l'a conçue au temps des Lumières, soit à la sensibilité. C'est-à-dire que le roman met ensemble les deux. Oui. C'est-à-dire, c'est ça. Il faut repenser les Lumières, il faut repenser le romantisme pour arriver à penser les savoirs romanesques, non comme supérieurs ou bien inférieurs, mais comme un savoir. C'est-à-dire, comme dit Lakis, il faut repenser Kant, mais il faut repenser les romantiques, tu vois, pour arriver à avoir une idée du savoir romanesque, pas comme savoir autre, supérieur, ou pas du tout, non? Pour équilibrer les choses, peut-être. Est-ce que je peux ajouter des phrases? Maintenant, on parle en français, malheureusement, je ne sais pas si c'est juste une remarque, parce que justement parce que je connais François mieux que lui-même, et moi mieux que lui-même. Donc c'est parce que évidemment on peut penser à l'opposition romantique, même du bon romantisme de départ, de Novaïs, peu importe. En tout cas, il y avait une réaction, et vraiment à temps, par rapport à la rationalisation. Ça, c'est un fait historique, ça on le sait. Mais on ne parle pas de ça avec le roman. On ne parle pas d'une opposition, on parle d'un pas à côté. On parle justement de pas de côté. On parle d'autre chose. Pas de cette opposition, on n'entre pas en opposition. Mais à partir de là, on peut construire un savoir.
Et juste pour toi, Massimo, bien sûr que la tâche est difficile. Et encore plus difficile chaque jour. Parce que nous, devant nous n'avons plus les déformations de lumière. Nous avons Silicon Valley. Non, però terminer avec Silicon Valley, ça me dérange un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un mot? Alors moi, je peux ajouter une petite chose que je disais à des amis aujourd'hui. C'est absolument charmant d'avoir assisté à une réunion où il y a comme ça le français, l'italien, l'espagnol, pas d'anglais. Et les Grecs, oui, mais les Grecs, ils n'ont pas parlé grec. Ils n'ont pas parlé grec. Parce que pour nous, en Amérique du Nord, cette Amérique du Nord dont on a parlé ce matin, un colloque international veut dire anglais. S'il n'y a pas d'anglais, Voilà, c'est ça, pas, c'est bien. c'est pas Ça, c'est international. bien. C'est Ça, c'est vaguement multilinguistique. Ça veut dire que c'est parmi anglais. l'Europe Donc, fragmentée qu'on vit, donc quelque chose peut-être peut naître. Ouais, c'est un colloque européen. Merci beaucoup à tous.